Merci, c'est très impressionnant de se retrouver là. Donc Marie, que j'adore, elle est venue me demander si je voulais parler de mon aventure personnelle, puisqu'en fait j'ai travaillé pour un grand groupe du CAC 40 pendant 18 ans de ma vie, et puis il y a 5 ans, j'ai décidé de tout arrêter pour créer avec Philippe Zivkovic et puis avec ma femme aussi, une entreprise qui s'appelle Wood & Home, et dont je vais vous parler une petite seconde. D'abord en lançant un grand appel au peuple. S'il y a des jeunes aujourd'hui qui travaillent dans des grandes maisons, qui s'embêtent, surtout envoyez votre CV chez Wood & Home, parce que nous recrutons plutôt des jeunes sympathiques, assez décontractés, avec forte personnalité, parce qu'il se trouve qu'avec mon associé Zivkovic, on a 2 personnalités, et puis donc il faut des gens pour venir mettre un peu d'ambiance dans nos équipes. Wood & Home, c'est parti d'une idée assez simple, qui est une idée finalement de renverser la table. Quand j'étais patron de cette belle boîte du CAC 40 qui a été représentée brillamment ce matin par Bruno, évidemment, on m'a demandé de parler du développement durable. Et donc, j'ai fait comme tout le monde faisait, parce qu'à l'époque, j'étais un bon élève. J'ai rempli des tas de tableaux sur le développement durable. J'ai créé un rapport qu'on appelle le rapport RSE, responsabilité sociale et environnementale, et j'ai payé très cher des consultants, parce qu'il faut bien que l'économie fonctionne, pour finalement pouvoir dire l'entreprise que je dirige sur le plan du développement durable, franchement, elle est très en avance. Et puis, dans le même temps, est arrivée la COP21, et j'ai réalisé, comme vous tous, qu'il y avait un problème de réchauffement climatique, on le voit aujourd'hui encore plus que jamais. Et puis j'ai commencé à parler à 2-3 copains, etc., qui m'ont dit mais finalement, le problème du réchauffement climatique, c'est le CO2. Et le problème du CO2, il ne peut pas se juger uniquement sur l'exploitation des immeubles. C'est-à-dire que la solution à l'empreinte carbone de nos bâtiments, ce n'est pas simplement réduire les consommations, et ce n'est pas simplement éventuellement faire des bâtiments à énergie positive. L'enjeu climatique, c'est l'enjeu du CO2. L'enjeu du CO2, c'est l'enjeu de l'empreinte carbone du bâtiment sur l'intégralité du cycle de vie du bâtiment, construction, exploitation et fin de vie du bâtiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu regarder. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu regarder? Tout simplement parce que nous sommes, nous, notamment en France, le pays qui a inventé le béton. Et on peut en être fier parce que le béton est un matériau fantastique qui a permis d'énormes progrès. Le béton a été inventé, comme vous le savez tous, en 1830, enfin le ciment par M. Vicat en France. Ensuite, il a été merveilleusement utilisé par tous les ingénieurs. Et dans toutes nos écoles d'ingénieurs, on apprend que si on veut construire solide, on doit construire avec du béton. Et pour cette raison-là, et pour plein d'autres raisons, on n'a pas voulu calculer l'empreinte carbone de la construction. Il se trouve que quand on regarde les choses sérieusement, 60% des émissions, c'est la construction, quand on fait de la promotion neuve. On est obligé aujourd'hui de regarder et de faire le choix entre des matériaux de construction qui sont émetteurs de carbone et des matériaux de construction qui sont stockeurs de carbone. Il existe des matériaux de construction stockeurs de carbone. En premier lieu, le matériau de construction le plus ancien avec lequel on a construit Paris, le bois. Un immeuble haussmannien, c'est 60% de bois. Quand vous vivez dans un immeuble haussmannien, vous vivez dans un immeuble en bois. Vous ne le voyez pas, le bois. Le bois, c'est le solivage, le bois, c'est votre charpente, le bois, c'est la moitié des murs porteurs, le bois, c'est vos portes. Vous vivez dans un immeuble en bois. Parce que le baron Haussmann a décrété qu'il fallait voir de la pierre. Évidemment, le bourgeois lambda n'avait pas assez d'argent pour s'offrir de la pierre partout. Donc la pierre, vous la voyez dans les hôtels particuliers de l'aristocratie dans le 7e arrondissement. Là, vous voyez des escaliers en pierre. Dans un immeuble haussmannien, vous avez des escaliers en bois. Et donc, ce matériau, c'est un matériau éprouvé, c'est un matériau qui ne vieillit pas, à condition qu'il ne soit pas soumis aux variations d'humidité, s'il n'est pas soumis à la pluie. Et ce matériau, il a une grande vertu, c'est qu'il est issu de l'arbre. Et l'arbre, c'est une immense machine à manger du CO2. Un arbre passe sa vie à manger du CO2, à conserver le carbone et à rejeter de l'oxygène. Donc le plus simple pour décarboner l'atmosphère, c'est de laisser pousser les arbres. Et ça, vous le savez tous parce que vous l'avez appris, ça s'appelle la photosynthèse.
Synthèse, bravo. En cours de 5e, mais c'était il y a longtemps pour certains. Mais il y a des jeunes ici, c'était il n'y a pas si longtemps, la photosynthèse, c'était avant-hier. Donc, la photosynthèse, voilà. La photosynthèse, elle permet de stocker du carbone. Simplement, les arbres, ils ne poussent pas jusqu'au ciel. Donc, au bout d'un certain temps, mon bon arbre qui a passé sa vie à manger du CO2, à désintoxiquer l'atmosphère, eh bien, il tombe. Et si on ne fait rien, c'est la putréfaction qui se met en œuvre. C'est-à-dire que le carbone rejoint l'oxygène et il y a une réémission. Les forêts non exploitées sont globalement neutres, comme tout, avant que l'homme arrive, tout sur la planète est globalement neutre. Par contre, si vous prenez ce stock de carbone, que vous le protégez à raison d'en faire un matériau de construction, c'est-à-dire que vous allez le mettre à l'abri pendant 10, 50, 100 ou voire plusieurs centaines d'années, comme c'est le cas de la charpente de Notre-Dame ou de la cathédrale de Bourges, vous avez créé un véritable piège à carbone, surtout si vous avez pris soin de replanter un arbre et donc de réalimenter cette pompe à carbone. Quand on fait ça, on arrive à faire aujourd'hui, mesdames, messieurs, des immeubles qui sont neutres du point de vue du carbone. Donc au lieu d'être hyper émetteur, et je rappelle qu'on pense que l'industrie de la construction, c'est entre 17 et 20% des émissions totales de la planète, que le ciment, c'est à lui seul probablement autour de 10% des émissions, c'est ce qui a été écrit, et je ne vous parle pas du problème, évidemment, de mélanger du ciment avec du sable qui vient de plus en plus loin, avec de la ferraille qu'il faut de toute façon transformer et qui est très coûteuse en énergie. Donc je vous parle aujourd'hui de cette technique qui permet réellement de transformer chacun de nos immeubles en piège à carbone, c'est-à-dire en outil de désintoxication massive de CO2 à l'échelle de la planète. Alors jusqu'à présent, le bois, en fait, on était quand même très limité techniquement. On était limité techniquement parce qu'on faisait ce qu'on appelle de l'ossature bois, c'est-à-dire un système de poteaux et de poutres, et on avait des problèmes pour monter en hauteur. On avait des problèmes pour des questions acoustiques. On avait des problèmes sur des questions vibratoires. Il y a eu de la recherche et aujourd'hui on dispose de toute l'avance technologique qui a été réalisée depuis une quinzaine d'années. On dispose de matériaux qui permettent de remplacer les murs porteurs entiers. Ça s'appelle le cross-laminated timber, bois lamellé contre collé croisé. On dispose de lamellés collés fins qui permettent de réaliser des poutres aussi costauds que des poutres en métal. Vous voyez qu'on parlait tout à l'heure de construction métallique. Donc on dispose d'une avance technologique qui nous permet de répondre à quasiment tous les défis. Alors comme on est en France, nous on savait tout ça, mais comme on est en France, il a fallu tout refaire. Donc on disposait de ces matériaux qui étaient brevetés à l'étranger, qui avaient des avis techniques européens, mais comme on est en France, on a fait tout. Alors comme on est bon élève, on a tout refait chez Wideom. Donc on a passé 1 an et demi au CSTB à refaire les tests au feu, à refaire le vibratoire, à refaire le thermique. Et du coup, Wideom est devenu une boîte d'ingénieurs. Au début, je m'étais dit, on ne va pas s'emmerder, on va faire une boîte de promotion comme on les fait classiquement, quelques ingénieurs dans un bureau en haut à droite qui s'occupent de parler aux boîtes de construction et aux bureaux d'études. Et puis on va mettre une petite armée de commerciaux, des financiers malins issus de Goldman Sachs ou de Morgan Stanley, et puis ça ira très bien. Je me suis un peu trompé. Le bois, c'est beaucoup plus compliqué. Donc sur les 42 team members de Wideom, on a 26 ingénieurs, qui sont géniaux d'ailleurs, qui boivent autant de bière que les autres le soir au bar, hein, ils sont pas différents. Mais ça nous a donné une avance technologique absolument remarquable. Le prochain défi pour nous, c'est de réaliser des bureaux tout en bois. Et réaliser des bureaux tout en bois, pour nous, ça veut dire essayer d'apporter autre chose que simplement un plus écologique et moins de CO2. C'est apporter beaucoup de bien-être. Et quand on travaille sur le bien-être, on se dit, ce matériau, il est tellement beau, on a envie de le voir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit, ce faux plafond à la con, on le bine, on le met à la poubelle, on tue les faux plafonds. Le faux plafond, c'est dégueulasse, c'est moche, ça coûte cher, on tue le faux plafond. Et on voit ces grands voiles qui sont complètement filants de bois, c'est absolument magnifique, c'est très agréable à vivre. Alors vous allez me dire, où est-ce qu'on met la technique? Il y a probablement des ingénieurs ici. Où est-ce qu'on met la technique? On met la technique en indentation. On la met en plafond froid, on souffle, on la met sur des vecteurs qui sont rajoutés en dessous des plafonds et on arrive à avoir un niveau de bien-être qui est absolument magnifique. Pourquoi? Parce que travailler dans cet univers en bois, ça veut dire travailler en contact avec cet élément naturel. Ça veut dire pas d'écho. Vous savez, on dit souvent, le bois, il y a un problème phonique. Il y a un problème d'isolation phonique. C'est vrai, c'est pas faux, il me reste 2 secondes. Mais on arrive, en fait, aujourd'hui, à avoir une atmosphère dans le bois parce que le bois absorbe le son et donc on n'a pas d'écho.
Et donc, on peut faire des immenses open space tout en bois, avec une atmosphère et une ambiance de travail qui est absolument remarquable. Pour le reste, woodeum.com, vous pouvez regarder sur notre site internet et surtout envoyez-nous vos CV parce qu'on a besoin de recruter, donc n'hésitez surtout pas. On est une jeune boîte avec très peu d'ambition, comme vous l'avez compris, et une ambiance plutôt assez sympa. Voilà. On est au Pont de Sèvres, on va mettre un baby-foot, voilà. Et puis on a un bar en bas. Bonjour, Najwa Arduini, je travaille chez un promoteur qui s'appelle GA Smart Building. J'ai une question sur les plafonds. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est moche, on n'en a pas besoin. Mais est-ce que les investisseurs sont prêts? En fait, c'est la question fondamentale que je me pose. Alors, c'est toute ma vie, maintenant je suis vieux. Avant j'étais jeune, maintenant je suis vieux, j'ai 50 ans. Donc je suis vieux. Non, mais honnêtement, tous les j'assume. quinquagénaires dans la salle vont vous J'assume, saluer. et d'abord, je suis chauve maintenant. Principalement à cause de ma femme qui me tond d'ailleurs tous les 3 jours parce qu'elle trouve que c'est moche comme la barbe de 6 jours. Là, voilà. Donc, en fait, je pense qu'il y a un moment donné dans lequel il ne faut pas écouter les investisseurs. Il faut croire dans son produit. Ceux qu'il faut écouter et ceux à qui il faut montrer les choses, c'est les clients. Et moi, quand je reçois des clients sur notre nouveau siège là, au Pont de Sèvres, qui est une surélévation, parce que le matériau marche très bien sur les surélévations, il est 5 fois plus léger que le béton, à même capacité de report de charge. Les gens, ils arrivent dans cet endroit, ils sont « waouh, c'est génial, j'ai envie de bosser ici ». Donc moi, j'écoute les clients et je sais que si les clients sont contents, les banquiers seront contents. Et d'ailleurs, honnêtement, je rends hommage à BNP, il y avait Thierry Laroupon, parce que quand j'ai commencé à parler de ça, j'ai fait le tour au tout début de toutes les grandes maisons, j'ai la chance de les connaître. Tous m'ont dit, franchement, ton truc, ça ne marchera jamais, est-ce que c'est pas plus cher, ça va être compliqué, etc. C'était motivant. Il y en a qu'un qui m'a dit, écoute, ça m'intéresse, c'est Thierry Laroupon, et c'est comme ça qu'on fait ce grand ensemble de 123 000 m² à La Défense, et qui va être le plus grand bâtiment bas carbone du monde. Et mesdames, messieurs, ça existe à La Défense aujourd'hui. Parce que La Défense, il n'y a pas que des tours. La Défense, il y a aussi tout un ensemble derrière qui va se développer et qui va pouvoir prouver qu'on a pris de l'avance par rapport à tous les autres pays du monde sur les technologies bas carbone. Et Marie-Célie Guillaume nous l'a bien présenté, d'ailleurs a donné plein de claques à nos idées reçues certainement tout à l'heure et nous a redonné envie d'y retourner, de le découvrir. Merci pour votre question. D'autres questions certainement Alors j'avais une question concernant la construction bois et le planning. Est-ce qu'on arrive en préfabriquant, j'imagine, des planchers et tout en usine, à gagner du temps sur la construction pour monter des logements plus vite? Alors c'est le gros enjeu et le gros avantage. Moi j'ai vu plein de projets qui ne se font pas parce que le maire, l'aménageur dit « j'ai quand même fait subir énormément de chantiers à ma population ». Je pense au fort d'Issy-les-Moulineaux chez André Santini. Je ne peux plus. Il me reste du foncier, mais honnêtement, je ne peux plus. D'abord, il y a les élections qui arrivent, il y a le truc, etc. Donc le problème de la nuisance de chantier et du temps de chantier, c'est un problème de go, no-go de beaucoup de sujets aujourd'hui en matière d'urbanisme, en matière d'architecture, en matière de projet. Gros avantage du bois, on construit le gros œuvre 2 fois plus vite. Et on a 8 fois moins de camions qui viennent, tout simplement parce que, vous l'avez dit, les murs, en fait, sont préfabriqués, ajustés au millimètre. Le millimètre, c'était quelque chose qu'on ne connaît pas avec le béton. Oui. Tous ceux qui sont architectes. Le millimètre avec le béton, c'est bon. Alors, là, on est au millimètre. Ils sont livrés par ordre de pose sur le chantier. Un camion de CLT transporte 35 mètres cubes de matériaux, là où une toupie à béton transporte 6 mètres cubes de matériaux. Donc une toupie à béton, elle arrive, de toute façon, elle arrive dans les embouteillages parisiens, c'est de toute façon compliqué, il en faut énormément, elle est très polluante évidemment, nécessairement. Nous, on a un camion qui arrive, tout ça, c'est comme de l'horlogerie suisse, c'est organisé, ça va très très vite, c'est très précis, il n'y a pas de réserve, il n'y a quasiment pas de réserve. C'est la première fois de ma vie où je livrais des trucs sans réserve. On a fait un chantier avec Bouygues, avec Brésillon, là, sur Issy-les-Moulineaux, 0 réserve. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi cette blague? Retournez-y, il doit bien y avoir un truc qui ne marche pas. Mais non, parce que quand on est au millimètre, la fenêtre, elle arrive, la fenêtre, elle est nickel, il n'y a pas de problème. Et puis les réseaux, on les a calculés à l'avance, ça demande un peu plus d'ingénierie, il y a un effort d'ingénierie à faire. Mais honnêtement, on ne peut pas se satisfaire de l'organisation d'un chantier classique aujourd'hui. Enfin, pour tous ceux qui ont vécu des grands chantiers, honnêtement, c'est une désorganisation considérable, On continue à inventer. Moi, je me souviens de la tour Majunga, pour tous ceux, un truc. Tour Majunga, j'ai ma fille qui avait besoin de faire un stage de 3e. Alors je lui dis, tiens, va voir avec Jean-Paul, que j'adore, va voir la tour Majunga. La tour Majunga était au 7e étage. Elle fait son stage de 3 semaines, de 3e, ça dure 3 semaines dans le truc. Puis elle observe,
Et puis elle me dit, il y a un truc qui est bizarre, hein, c'est qu'ils se sont engueulés ce matin très très fort, hein, entre l'architecte, le bureau d'études, le maître d'ouvrage. J'ai dit, comment on peut s'engueuler? On est au 7e étage. Ah ben non, ils sont toujours pas d'accord sur les ouvrants, est-ce qu'on les met comme ci, est-ce qu'on les met comme ça? 7e étage du gros œuvre. Un chantier traditionnel, c'est un chantier d'improvisation. Donc vous imaginez tout ce qui est perdu, tout ce qui est perdu. Vous imaginez tout ce qui est coulé en trop et qu'on va ensuite découper à la meuleuse, comme au 19e siècle. Donc non, il faut qu'on invente des chantiers qui soient de haute précision. Il faut qu'on arrête de gâcher le matériau, il faut qu'on arrête de gâcher l'énergie, il faut qu'on conçoive, avec le BIM c'est possible, il faut qu'on conçoive ces bâtiments avec la haute précision qui est possible aujourd'hui avec la technologie. Il faut qu'on passe à ça. Et c'est indispensable. Et donc il faut qu'on ait les gens de Bouygues, les gens sérieux, pas les commerciaux, non pas sur le chantier, parce que la réalité c'est que les gens sérieux chez Bouygues, Vinci FH arrivent sur le chantier, on se dit, les trucs, avant on a les commerciaux. Eh ben non, c'est pas ce qu'on veut. On veut que les gens sérieux arrivent au début. Et on veut que nos architectes ne soient pas simplement des dessinateurs, des beaux-arts qui vous font des trucs, on veut des architectes ingénieurs. Comme Nicolas Lenné qui était là, un architecte ingénieur. Quelqu'un qui vous dit, cette portée, je ne l'ai pas simplement dessinée, je l'ai calculée aussi. Ah, merci monsieur l'architecte, ça tient debout, avec un prix raisonnable. Vous voyez cette révolution qu'on peut réaliser tous ensemble? Si demain on commence à s'interroger sur la manière dont on travaille, Oui. avec ce matériau, c'est possible. C'est même indispensable parce que si vous ne faites pas comme ça, vous avez des problèmes. Alors, d'autres questions peut-être de commerciaux ou d'architectes non ingénieurs qui voudraient revendiquer quelque chose. Arthur Mamoumani pourra. Monsieur, d'abord, vous avez levé. Je vous invite à vous lever. Bonjour Jean-Marc. En tant que citoyen, j'ai d'abord une question de curiosité. Quelle essence de bois vous utilisez pour construire ces immeubles? Et deuxièmement, comment vous assurez le sourcing durable, justement, du bois, du matériau principal pour construire ces immeubles? Je commence sur le sourcing. Tout le bois qui vient d'Europe est issu de forêts gérées durablement parce qu'il y a des règlements européens qui vous interdisent de ne pas replanter ou de vous assurer de la régénérescence de la forêt. Donc il n'y a pas de déforestation en Europe. Je le dis pour tout le monde, une fois pour toutes, il n'y a pas de déforestation en Europe. Après, il y a le problème pour nous de la ressource. Quand j'ai fait le tour de toutes les scieries françaises et de tout ce qui existait en France, franchement, je n'ai pas trouvé ce dont j'avais besoin pour mes clients. Je le dis Pourquoi? très directement, en termes de qualité, de sécurité de livraison. D'accord. J'ai trouvé une multitude de PME qui étaient moyennement intéressées par faire du CLT parce qu'ils faisaient du lamellé-collé depuis toujours, des boîtes familiales qui étaient assez peu innovantes. Les choses sont en train de changer. J'en arrivais là. Donc naturellement, nous on s'est tourné, on a fait le tour d'Europe, on a trouvé une entreprise autrichienne qui n'est pas une entreprise autrichienne, les usines sont en Autriche, mais c'est une entreprise finlando-suédoise qui s'appelle Stora Enso, qui est le numéro 1 mondial de la production de CLT, qui n'était pas en France, on les a introduits en France, on a obtenu les avis techniques, on travaille avec eux aujourd'hui, ça veut dire que le CLT fait 1200 km. D'accord? Ok. Donc on est moins bien que s'il était fait dans les Pyrénées, où il serait à 850 km, mais là il est à 1200 km. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Poitrinal, l'agent double, qu'est-ce que j'étais? J'étais le collabo, quoi. J'étais le collabo de l'industrie étrangère parce que j'importais des voiles d'Autriche. Mais je leur ai dit à tous ces petits amis du Cocorico, vous allez voir, on va pouvoir se fournir bientôt en France. Et le miracle est en train de se produire. Ah. Monsieur Pifto, quand même un véritable précurseur de jeu, Monsieur Pifto, qui est un grand scieur de bois, lamelliste de bois, a décidé de mettre les 20 millions d'euros sur la table qu'il faut pour nous faire une vraie usine de CLT. Waouh. Et je pense qu'on va avoir, enfin, du CLT français. C'est la demande qui crée l'offre. Bien C'est-à-dire sûr. c'est pas l'État qui va dire tout d'un coup, bonjour, on décide de trucs. On C'est est la bien demande. d'accord. Et tant qu'il n'y a pas de projet en bois, honnêtement, il ne peut pas y avoir d'usine française, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il ne peut pas y avoir d'usine française de CLT, il n'y avait pas de projet. La France faisait que du béton. À partir du moment où la moitié des projets qui ont été accordés par Jean-Louis Missica lors des concours Réinventons Paris sont en bois, eh ben, les industriels français, ils ne sont pas fous, Bien ils sûr. se mettent à investir. Je voudrais qu'on remercie Guillaume Poitrinal qui nous a Merci accompagnés. beaucoup. Merci cher Guillaume.